qu'en fait, ce n'est pas ça la vérité, c'est-à-dire à partir d'un tronc commun, la diversification et l'augmentation, c'est plutôt à partir de cette explosion cambrienne, vous allez avoir, après des extinctions massives, des branches qui vont disparaître et d'autres qui vont continuer, non pas parce qu'elles sont supérieures, mais parce qu'elles sont mieux adaptées. C'est par exemple la dernière extinction massive, vous la connaissez, c'est celle qui, il y a 65 millions d'années, a éliminé donc, les dinosaures de cette terre. Mais les mammifères qui ont succédé aux dinosaures en termes d'espèces visibles, parce que bon, les arthropodes, les cafards, tout ça, eux, de toute façon, ils sont là depuis très longtemps et puis il n'y a pas de problème. C'est pas qu'ils étaient supérieurs aux dinosaures, c'est que par exemple, par rapport à une concentration d'oxygène qui s'était abaissée, eh bien, ils étaient beaucoup plus adaptés que les dinosaures, ils ont survécu. De ce fait, l'idée que nous sommes, nous, apparus il y a 200 millions, il y a à peu près 200 000 ans, et que nous soyons, on va dire, l'ultime étape du développement, est un point de vue, d'un point de vue donc de la science, mais pas d'un point de vue du sens qu'on donne aux choses, est un point de vue farfelu, qui ne correspond pas du tout à la réalité. En tout cas, ce qui est important, c'est que toute cette évolution, elle a été possible à cause des modifications quantitatives et qualitatives de l'ADN qui, elles, vont générer de la diversité, qui vont générer donc différentes formes de vie au cours donc de toutes ces 3,6 milliards d'années. Et ces modifications qualitatives et quantitatives de l'ADN, c'est ce qui explique la diversité du vivant, mais c'est ce qui explique aussi les maladies génétiques. Parce que ce sont les mêmes causes qui vont conduire à la diversification et entre guillemets l'évolution, qui dans notre espèce, dans une espèce particulière, lorsqu'il s'agit d'un individu, vont donner des maladies génétiques. Donc quelque part, les maladies génétiques, celles que vous étudiez, celles que l'on va étudier, sont la rançon de la diversification de la vie sur la planète. Alors, comment... Vous avez des questions? Pas de questions? On continue. Comment s'est complexifié l'ADN? Par quel mécanisme? Quel est le résultat de cette évolution en termes d'architecture des chromosomes? Quelle est la relation qui existe entre architecture et diversité des espèces? Et est-ce que des variations de l'architecture de notre génome, est-ce qu'elles peuvent expliquer la diversité humaine, que l'on constate évidemment? Ce sont les questions que l'on va traiter dans ce cours. Alors, d'emblée, oui, l'architecture de notre génome reflète l'évolution de l'ADN, sa complexification au cours du temps. Je vous ai donné, parce que je vous donne certaines références qui sont de très très belles références. Si ça vous intéresse pour aller plus loin, vous les commandez, vous les achetez et vous les avez dans le cours. Quels sont les éléments de base de l'architecture des chromosomes? Alors, le premier élément, bien sûr, c'est lorsqu'on passe d'un chromosome circulaire à un chromosome linéaire, il y a obligatoirement, pour la stabilité et le fonctionnement de ce chromosome linéaire, les premières structures qui doivent se stabiliser et qui existent sont évidemment le centromère, qui est spécialisé pour la mitose, et on le verra au prochain cours, qui est spécialisé pour la méiose. S'il n'y a pas de centromère, il ne peut pas avoir de division cellulaire. Si les centromères, s'ils ne fonctionnent pas correctement, les chromosomes se divisent mal. Et deuxièmement, il faut protéger l'extrémité donc de ce chromosome linéaire par des structures particulières qu'on appelle donc des télomères. Et évidemment, comme c'est un chromosome qui est en général plus long que le chromosome circulaire, il faut plusieurs origines de réplication. Donc ça, c'est les éléments de base. Donc déjà, avec ça, vous avez le b.a.-ba de la structuration d'un chromosome. Il faut un centromère, il faut des télomères et plusieurs origines de réplication.
Le centromère est une structure extrêmement spécialisée, comme vous pouvez imaginer. On ne va pas rentrer trop dans les détails, parce que sinon on ne s'en sortirait pas, il faudrait un cours spécifique là-dessus. Mais au niveau des centromères, alors, première question, si je vous pose la question, combien de centromères qu'il existe dans un chromosome métaphasique, souvent les étudiants ils disent qu'il y en a un seul, et qu'il y a un centromère. Mais vous comprenez que si le centromère c'est de l'ADN, il ne peut pas en avoir qu'un seul. Parce que ça voudrait dire, comme les chromosomes vont se diviser, qu'il y a une synthèse d'ADN à ce moment-là, en mitose. Or, il n'y en a pas. Il y a 2 centromères. Mais l'ADN est extrêmement fusionné, rapproché, en tout cas, en cohésion, qu'on a l'impression qu'il y a un seul centromère. Mais en fait, il y a 2 centromères. Et en face des centromères, vous avez donc des structures qu'on appelle des kinétochores, et des structures protéiques sur lesquelles vont venir se fixer les fibres de fuseau mitotique. Mais ça, on a un cours sur la physiologie, on va revenir là-dessus de façon précise. Ça, c'est juste pour vous dire, voilà, ceci est une structure particulière. Et les molécules du kinétochore, il y en a beaucoup évidemment, et je ne vous demande pas de les apprendre, bien évidemment, je ne les connais pas toutes, eh bien, elles sont extrêmement conservées dans l'évolution. C'est-à-dire que ces structures, on va les trouver les mêmes types de protéines, on va les trouver chez les levures, chez les souris et chez l'homme. Parce que comme les chromosomes sont des structures qui sont extrêmement anciennes, eh bien, il faut absolument que ce procédé soit extrêmement très reproductible. Eh bien, ce sont les mêmes protéines qui ont été sélectionnées et qui sont là depuis 2 milliards d'années, dès que la division des chromosomes est apparue dans le vivant. Ensuite, concernant les télomères sont formés d'ADN, bien évidemment, ADN qui est formé de répétitions qui sont spécifiques d'espèces. Là, par contre, chez l'homme, c'est 3G2TAG, une centaine à 1 millier de fois. Les télomères ont comme fonction d'éviter que les chromosomes se recombinent au niveau de leurs extrémités. Le problème, c'est que à chaque réplication, les télomères régressent, rapetissent. Pourquoi? Parce que, vous vous rappelez, lorsque vous avez en phase S la duplication de l'ADN, il y a le brin où la réplication se fait dans le sens 5'3' qui commence à une extrémité et qui suit totalement, qui est continu, alors que sur le brin opposé, vous vous rappelez des fragments qu'on appelle des fragments d'Okazaki, c'est-à-dire des amorces d'ARN, et puis vous allez avoir à partir de ces amorces d'ARN une synthèse d'ADN. Mais si vous arrivez à l'extrémité, comme ces fragments disparaissent pour pouvoir avoir une élongation et ligation des différents fragments d'ADN d'Okazaki qui ont été fabriqués, le dernier ici, lorsqu'il disparaît, eh bien, ça implique automatiquement un raccourcissement de ce brin d'ADN. Et le problème, c'est que au fur et à mesure, ça entraîne petit à petit un raccourcissement des télomères. Et lorsque les télomères sont totalement raccourcis, eh bien, les chromosomes vont fusionner entre eux. Et chez les personnes âgées, vous avez des chromosomes qui sont attachés et qui sont fusionnés. Et ceci on appelle ça l'horloge cellulaire. C'est-à-dire que là, c'est du vieillissement. Et on ne peut rien y faire, en fait. Alors, il existe, et ça, bon, à ce moment-là, bon, la cellule, c'est le vieillissement normal, et ça participe, en fait, à la disparition de la structure vivante dans laquelle ça survient. Les télomères, il existe une enzyme qu'on appelle les télomérases, qui, dans les cellules embryonnaires, sont capables de refaire, en fait, chaque fois, de refaire du télomère. Mais lorsque la cellule, elle a fini sa différenciation, eh bien, la télomérase s'éteint. Alors, il existe un cas dans notre vie où les télomérases peuvent se rallumer, dont l'expression peut se rallumer
au cours donc, de la vie, c'est dans les cancers. Dans certains cancers, eh bien, les cellules cancéreuses sont capables justement de rallumer leur télomérase, ce qui participe au fait qu'elles deviennent, entre guillemets, immortelles. Il n'y a pas de raccourcissement donc, des télomères dans certains cancers. Alors, on part toujours de notre petite molécule circulaire d'ADN de prokaryotes et on va vers donc, la complexification du génome. La première chose qui frappe, c'est que par rapport à une molécule circulaire donc, de bactéries, les génomes, nos génomes sont beaucoup plus grands. Ils sont plus grands, il y a aussi du nombre, mais ils sont également chacun plus grands. Les molécules sont plus grandes. La première chose qui survient chez les métazoaires, chez les eucaryotes par rapport aux prokaryotes, c'est que, alors que le prokaryote, il n'y a que de l'ADN codant, eh bien, avec les eucaryotes, vous avez des séquences non codantes qui vont envahir les gènes. Donc, vous avez apparition des introns. Les gènes sont cassés en morceaux. L'avantage de cette complexification, c'est qu'à partir d'un même gène, vous pouvez avoir plusieurs protéines par épissage alternatif. Ça, c'est la première chose que l'on observe. C'est l'envahissement des génomes de prokaryotes, lorsqu'on est eucaryote, par de l'ADN non codant. Alors, en fait, voilà ce que vous observez. Si vous voyez ici, là, ce sont des courbes qui observent la partie codante du génome, en fonction de la taille. Vous voyez qu'à partir d'une certaine taille, la partie codante arrive ici, vous avez 1% de partie codante. Et lorsque vous regardez la partie non codante, eh bien, elle augmente considérablement pour elle être à 100% lorsque les génomes augmentent. Pareil pour les parties introniques, elles sont faibles dans les petits génomes et elles vont petit à petit augmenter dans les grands génomes. C'est-à-dire que lors de la complexification de l'ADN, eh bien, la partie codante, la partie non codante du génome devient la plus importante. La partie codante devient la moins importante. Alors vous allez me dire, mais oui, mais c'est quand même particulier, c'est-à-dire qu'on complexifie, mais en même temps on met du non codant. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc, l'augmentation de la taille des eucaryotes, de l'ADN des eucaryotes, des chromosomes des eucaryotes, est liée à la taille des séquences qui sont intergéniques, que ce soit à l'intérieur des gènes, que ce soit entre les gènes. Première notion qui est importante. Mais ceci ne veut pas dire que plus un génome est grand, ou plus il y a de gènes, et plus on est tardif dans l'évolution. Par exemple, regardez, effectivement, globalement, dans les espèces unicellulaires, on a un petit génome. Dans les espèces multicellulaires, on a des génomes plus importants. Mais le génome le plus important en taille, qui fait pas 3 milliards, mais 150 milliards de paires de bases, c'est le génome d'une plante qui s'appelle le Paris japonica. Ou regardez par exemple ici, alors que l'espèce humaine a je ne l'ai pas là, mais à 21 000 gènes à peu près, eh bien, vous avez d'autres espèces de plantes, 26 000 gènes, où vous avez un poisson qui a 38 000 gènes. Donc, le nombre de gènes ou la taille d'un génome ne veut pas dire automatiquement complexité du génome. C'est globalement vrai, mais pas totalement. Par exemple, vous voyez ici du riz. Vous avez par exemple ici ce riz-là, il a 60 256 gènes. Nous en avons 20 000. Vous avez ici le poisson armé, Fugus rubrices, qui a 38 000 gènes. Donc, près de 20 000 gènes de plus que nous. Donc, la taille du génome ne veut pas obligatoirement dire complexification du génome. Par exemple, le génome, voici l'espèce, voici l'organisme vivant qui a le génome le plus grand, c'est le Paris japonicus. Si vous prenez un génome d'un spermatozoïde ou d'une ovule, il y a 3 microgrammes, il pèse 3 microgrammes, alors que le génome
d'un gamète de Paris japonicus fait 152 microgrammes. Donc c'est considérable. Alors, le problème, c'est qu'il y a peut-être une contradiction, mais en disant, tiens, c'est bizarre, il y a une complexification, mais en même temps, il y a du génome qui est non codant. Mais en réalité, ce que nous pensions être non codant, il y a une dizaine d'années, on a démontré en fait qu'il est codant. Il n'est pas codant pour des protéines. Mais vous voyez, il y a 20 000 gènes, 21 000 gènes à peu près qui codent pour des protéines, mais on a découvert près de 19 000 gènes qui codent simplement pour de l'ARN. Donc, dans les parties non codantes, dans les parties intergéniques, qu'elles soient introniques ou entre les gènes, eh bien, ces parties sont des parties qui codent. Elles codent pour des ARN, où il se trouve à l'intérieur des petits éléments très conservés, qui sont des enhancers, qui sont des éléments de régulation de l'expression génique. Et en fait, toutes ces régions intergéniques contribuent de façon considérablement à l'expression des gènes. D'accord? Donc, oui, la taille du génome a été croissante, le nombre de chromosomes a été croissant, c'est vrai, mais les parties non codantes qui ont fait en sorte que le génome a augmenté, majoritairement, elles apportent énormément.